La Terre. Au moment de sa création, voici plus de 4,5 milliards d'années, c'était une véritable boule de feu. Depuis des années, les scientifiques se penchent sur ce mystère. Comment une telle fournaise a-t-elle pu devenir la planète bleue porteuse de tant de vie? Pour tenter de pénétrer ce mystère, nous commencerons par une mine d'or en Afrique du Sud. C'est ici, à la mine de Western Deep Levels, qu'on trouve le puits le plus profond du monde. Et c'est donc ici qu'on peut approcher au plus près le centre de la Terre. C'est ici, à la fin du 19e siècle, qu'on a découvert de l'or pour la première fois. Les gens ont accouru des 4 coins du globe pour arracher de la surface tout l'or qu'ils pouvaient. Mais très vite, ils se sont mis à creuser le sol. Et en l'espace d'1 siècle, la fièvre de l'or a mené au creusement du trou le plus profond du monde. Pour atteindre le fond de cette mine, des ascenseurs à 4 niveaux, pouvant transporter 160 personnes à la fois, se déplacent à la vitesse de 40 km/h. Au fur et à mesure que l'ascenseur descend vers le centre de la Terre, la pression, la température et l'humidité augmentent. Après une descente d'une demi-heure et 2 changements d'ascenseur, nous sommes arrivés au point le plus profond du monde, à 3578 mètres sous la surface de la Terre. Bien qu'il n'y ait aucun signe d'activité volcanique dans cette partie du globe, nous découvrons que ces roches renfermaient une assez grande quantité de chaleur. Plus on creuse, plus il fait chaud, ce qui rend les conditions de travail assez difficiles. En surface, la température de la roche est de l'ordre de 15 degrés. À 1000 mètres de profondeur, elle atteint 25 degrés. Vers 2000 mètres, on enregistre 35 degrés. La température interne de la roche est supérieure à 52 degrés. Pour cette boule énorme qu'est la Terre, ce point qui nous paraît si profond n'est qu'une simple entaille. Le dédale des galeries d'une mine d'or donne un aperçu du mystère que recèlent les entrailles de notre planète, là où la chaleur est écrasante. On estime généralement qu'au cœur de la Terre, la température est de l'ordre de 4 à 6000 degrés. Une telle fournaise peut paraître inimaginable au regard de la surface de la planète, relativement fraîche et calme. Mais le refroidissement s'est fait sur une très faible épaisseur, 50 km seulement. Au-delà, la Terre est une boule de feu, ou presque. Mais si on étudie le processus de formation de la Terre, tout cela devient beaucoup plus logique. Voici plus de 4,5 milliards d'années, dans le grand vide sidéral, des planétoïdes sont entrés en collision les unes avec les autres, dégageant ainsi de grandes flambées d'énergie qui ont abouti à la formation de la Terre primitive. Leur diamètre moyen était de l'ordre de 10 km. La Terre, en revanche, s'était développée et attiré par attraction gravitationnelle un nombre de plus en plus grand de planétoïdes qui, dans leur chute, libéraient une énergie que la Terre a absorbée sous la forme d'une énorme quantité de chaleur. Par ailleurs, la Terre dégageait elle aussi de la chaleur à la suite de la rupture d'éléments radioactifs. En fait, ces 4,5 milliards d'années ont constitué un long processus de refroidissement permanent. Quel effet ce processus a-t-il eu sur notre planète ? On en trouve quelques indications dans les régions du globe où l'énergie dégagée perce la fine et froide croûte terrestre. « 65 degrés de latitude nord. Située dans l'Atlantique Nord, l'Islande est la plus grande île volcanique du globe. Bien que recouverte en son centre par un glacier,
Toute la masse de l'île n'est en fait que de la lave. 1/5 de toute la lave produite par les éruptions enregistrées est regroupée ici. Lorsqu'on découvre l'Islande, on est frappé par l'étonnante variété de sculptures naturelles dues à l'activité volcanique. En fait, cette île est un véritable musée volcanologique. Étiré sur 26 km, le cratère de l'Akajigar, en réalité il s'agit d'une rangée de cratères, a été formé au cours d'une éruption qui s'est produite voici 200 ans. La lave recouvrait une superficie de 600 km² sur une épaisseur de plus de 10 mètres. De mémoire d'homme, cette éruption est la plus importante jamais enregistrée. À côté du cratère principal, on trouve un groupe de pseudo-cratères de 2 à 3 mètres de profondeur et 3 à 5 mètres de diamètre. Au moment où la lave incandescente a atteint les eaux froides d'un lac voisin, il s'est produit une série d'explosions extrêmement brusques et violentes qui ont donné naissance aux pseudo-cratères. L'Islande est formée par un immense empilement de strates de lave dont chacune témoigne de fortes éruptions volcaniques. Parfois, le processus de refroidissement façonne d'intéressantes sculptures, des sculptures géologiques, comme ici, où la roche a été modelée en colonnes hexagonales, dont certaines ont 20 mètres de haut. Ce phénomène se produit lorsque la lave refroidit lentement. Aujourd'hui encore, l'Islande connaît une activité volcanique très active. L'eau chaude provenant de sources souterraines fait fondre la glace et crée d'énormes grottes. Le plafond de celle-ci donne l'impression de vouloir s'écrouler d'une minute à l'autre à cause de la vapeur qui s'élève en permanence au-dessus de l'eau. En pénétrant vers l'intérieur de cette grotte, dont le diamètre est d'environ 5 mètres, nous avons découvert qu'elle s'étirait sur plusieurs kilomètres. En fait, avec ses 43 degrés, cette eau constitue une source chaude naturelle idéale pour la baignade. C'est tout de même assez surprenant d'être sur une île de glace et de sentir la chaleur venue des entrailles de la Terre. L'énergie qui brûle sous la surface trouve souvent une échappée, encore que le volcanisme soit plus actif dans certaines parties de l'île que dans d'autres. L'observation de ces régions nous a permis de mieux comprendre ce qui se passe effectivement. C'est ainsi que le 4 septembre 1984, des scientifiques du Centre de recherche volcanologique de l'Université d'Islande ont pu enregistrer une éruption du début à la fin. Il s'agit d'un cas extrêmement rare, mais d'une expérience précieuse, comme nous l'explique le professeur Sigvaldsson. Cela faisait 2 ans et demi qu'il n'y avait pas eu d'éruption dans cette région, et nous savions que le réservoir de magma, qui se trouvait à 2500 mètres de profondeur, était soumis à une très forte pression. Et puis un soir, vers 8h30, nous avons tout à coup entendu qu'il y avait eu une brusque libération de pression. Et nous avons alors su que le magma progressait vers la surface. À 9h,
Le professeur Sigvalson a affrété un petit avion pour se rendre sur les lieux de l'éruption, où il est arrivé vers minuit. Au début, il n'y avait rien à voir, mais très vite, un rideau de flammes se déplaçant de gauche à droite a marqué le signal du commencement de l'éruption. La terre s'est fissurée et la lave a jailli comme un torrent de feu. L'éruption avait l'air de prendre très rapidement de l'ampleur. Bientôt, la lave atteignait une hauteur de 150 mètres et l'activité s'est répercutée sur une distance de quelques 9 kilomètres. Ce ne sont pas les répétitions du scénario auquel nous assistons actuellement qui ont formé cette île que nous appelons l'Islande. En fait, ce type d'éruption présente un certain nombre de caractéristiques originales. D'abord, la Terre se fissure et crache une énorme quantité de lave, formant une sorte de grand rideau. Ensuite, cette lave est très molle, ce qui indique qu'elle vient du cœur même de la planète. Ce que nous voyons là, c'est la poursuite du processus de refroidissement de la Terre. En effet, notre planète évacue par sa fine croûte l'énorme chaleur qu'elle a absorbée au moment de sa création. La zone volcanique de Krafra présente une guirlande rectiligne typique de cratères qui se sont formés au cours d'éruptions successives. Ce schéma se retrouve dans de nombreuses régions d'Islande où ce genre d'éruption, formant des fissures, est monnaie courante. Ceci montre à quel point l'île tout entière est menacée d'être déchiquetée par l'énergie qui bouillonne sous sa surface. Cette caractéristique explique pourquoi, en de nombreux points du pays, des fissures se sont formées sans qu'il y ait eu éruption. Autrement dit, ce ne sont pas les éruptions qui créent des zones volcaniques, mais l'énergie contenue dans les profondeurs de la Terre. Ici, par exemple, la Terre est fendue sur plusieurs kilomètres et forme une crevasse de 20 mètres de profondeur. Si on relie les volcans islandais par une ligne sur une carte, on s'aperçoit qu'ils sont principalement situés sur une ligne qui va du nord-est au sud-ouest. En établissant ensuite le tracé des fissures, on voit d'emblée à quel point elles affectent l'île tout entière. Il est également intéressant de noter que ces deux lignes se prolongent dans l'océan, au sud du littoral. En 1963, une soudaine éruption volcanique sous-marine a fait surgir l'île de Surtsey. En 1973, une violente éruption s'est produite sur l'île de Hymersea,
donnant un autre exemple des forces colossales qui sont à l'œuvre en Islande. Cette même année a vu le démarrage d'une étude menée conjointement par la France et les États-Unis sur les fonds de l'océan Atlantique, et plus précisément en un point situé à quelques 3000 km au sud de l'Islande. Lorsque les navires océanographiques Sina, Archimède et Alvin ont atteint une profondeur supérieure à 3000 mètres, la visibilité était réduite à 30 mètres seulement. Ces formations rocheuses rondes sont créées lorsque la lave d'un volcan coule dans la mer. Le changement brutal de température provoque un refroidissement et par conséquent un durcissement à la surface. En revanche, l'intérieur reste à l'état fondu. Le ressac et le refroidissement constant de la lave donnent ces roches rondes. La forme caractéristique de ces roches a donné naissance au nom de lave en coussin. Leur présence ici, à 3300 mètres, prouve qu'il y a eu des éruptions volcaniques sur le fond de l'Atlantique. L'absence de dépôts sédimentaires sur la roche permet de supposer qu'il s'agit d'une activité récente. Autres océans, autres phénomènes. Voici l'Alvin dans le Pacifique Est, à 200 km au large des côtes mexicaines. Ce navire expérimental américain a rencontré un phénomène insolite sur les fonds marins. À 2600 mètres, l'Alvin a vu un groupe qui ressemblait à des cheminées subaquatiques qui émettaient quelque chose qui avait l'air d'être de la fumée noire. De dimensions variées, certaines atteignaient un peu plus de 10 mètres. En fait, on s'est aperçu que ce que l'on croyait être de la fumée était de l'eau à 350 degrés, pigmentée par de fines particules métalliques. L'eau de mer est chauffée sous le fond marin par le magma et lorsqu'elle émerge, elle contient des éléments métalliques en dissolution. Et ce sont ces éléments qui, au fil des ans, forment ces structures en forme de cheminée. Ceci n'est possible qu'à cause de la pression qui règne à cette profondeur et qui équivaut à 260 atmosphères. Sans cette pression, il y aurait eu de formidables explosions. En 1984, au large de Vancouver, au Canada, le navire océanographique Pisces a découvert des cheminées analogues. Celles-là ne dégageaient pas de fumée noire, mais de l'eau chaude. À 1800 mètres de profondeur, la température de l'eau à cet endroit est supérieure à 290 degrés. En fait, si l'on marque sur le globe les endroits où se trouvent des évents de geysers subaquatiques,
on s'aperçoit qu'il y en a dans le monde entier, ou presque. Par exemple, en mer Rouge, cette étroite bande d'océan entre l'Afrique et la péninsule d'Arabie, comme dans le Pacifique oriental et l'Atlantique, des études ont démontré l'existence de geysers. À l'heure actuelle, les recherches sont centrées sur le Pacifique oriental. Les évents de geysers qu'on y a découverts forment une guirlande rectiligne. Que peut-on en tirer comme conclusion ? Voici le centre informatique de l'université de Tokai, où des chercheurs tentent de tracer le contour des fonds marins en fournissant aux ordinateurs des données recueillies dans le monde entier. En fait, ils dessinent le globe terrestre sans l'eau des océans. C'est la première fois qu'une telle map monde est réalisée. D'abord, nous commençons par retirer l'eau du Pacifique oriental. C'est là que les geysers sont les plus actifs. Les régions les plus profondes sont en bleu roi et les moins profondes sont en bleu clair. On voit que de la Californie au Mexique, il y a une bande bleu clair. Ce massif montagneux sous-marin coïncide avec la région dans laquelle nous avons découvert les évents de geysers. Les données de l'étude nous ont permis de réaliser une maquette en 3 dimensions de ce massif sous-marin afin de visualiser la géographie qui est normalement cachée par les abysses. Au sommet du massif se trouve une vallée de plusieurs kilomètres de large. Les parois ressemblent à des degrés et ont été formées par l'effondrement répété des pics montagneux. Autrement dit, il s'agit d'une fissure créée par l'énergie tellurique. Plusieurs petites fissures courent le long des fonds marins. Ici, on voit une grande quantité de lave en coussin, et là, ce sont des évents de geysers qui ressemblent à des cheminées. L'activité volcanique a formé cette vallée exactement de la même façon que l'Islande a été formée. Quel est donc ce type d'énergie capable de fracturer notre planète et de créer de telles formations ? Le secret se trouve caché au-dessous des montagnes subaquatiques. Représentons-nous la Terre comme une énorme boule de feu entourée d'une fine croûte froide. La chaleur enfermée à l'intérieur cherche constamment à s'échapper. C'est cela qui soulève les fonds marins et provoque des fissures par lesquelles de la chaleur est libérée. Ces montagnes subaquatiques agissent donc comme des systèmes de refroidissement par lesquels la Terre évacue sa chaleur résiduelle. Ici, on voit une simulation par ordinateur de la façon dont ces massifs montagneux ceinturent la planète. En fait, ils s'étirent sur 74 000 km, ce qui revient à dire que la plus grande zone volcanique du globe se trouve sur les fonds marins. Un vaste radiateur naturel par lequel la Terre dégage sa chaleur.
Il se trouve que l'Islande est située à la pointe d'une crête sous-marine, ce qui explique en grande partie sa géographie. Paradoxalement, c'est dans cette région glaciale qu'une grande partie de la chaleur de la Terre est évacuée. Au plus profond de ses entrailles, la Terre contient la même chaleur que celle qui était présente lors de sa formation. Et il arrive que cette chaleur remonte à la surface. Bien qu'elle ait quelques 4,6 milliards d'années, la Terre est toujours une étoile jeune et active. Les autres planètes créées en même temps qu'elle et de la même façon sont Vénus, qui est un peu plus petite que la Terre, Mercure, qui est la plus proche du Soleil, et Mars, dont la taille est à peu près la moitié de celle de notre planète. De récentes études interplanétaires nous ont permis pour la première fois d'établir une comparaison entre les planètes du type de la Terre. Il ressort clairement que la Terre est unique en son genre dans le système solaire. Mais à quoi ressemblent donc les autres ? Prenons Mars par exemple. C'est en 1971 qu'on a eu le premier aperçu véritable de cette planète, lorsque Mariner 9 s'est posé sur son sol. Sa surface, comme celle de la Lune, est criblée de cratères. Le plus grand volcan du système solaire est l'Olympe qui culmine à 24 000 mètres. Preuve s'il en est qu'à une époque, Mars a connu une intense activité volcanique, activité dont on pense qu'elle a pris fin voici quelques 600 millions d'années. Mercure est une plus petite planète dont on a pu avoir une idée plus précise en 1973 grâce aux photos prises par la sonde Mariner 10. En fait, on a constaté que c'était une planète morte parsemée de cratères, avec des falaises abruptes hautes de 3000 mètres et s'étirant sur 550 km. On pense qu'elles se sont formées lors du refroidissement et du retrait de la planète. Mars et Mercure sont des planètes froides. Alors pourquoi la Terre est-elle toujours chaude et active ? La réponse à cette question se trouve dans la taille de la planète. Le volume de la Terre est 7 fois supérieur à celui de Mars et 18 fois supérieur à celui de Mercure. La quantité de chaleur étant proportionnelle au volume, il faudra de toute évidence beaucoup plus de temps à la Terre pour se refroidir qu'aux petites planètes. En revanche, la Terre a un avantage sur Mercure, ses crêtes sous-marines, preuve s'il en est que la jeune planète continue de dégager de la chaleur. Il y a bien longtemps, Mars et Mercure étaient elles aussi des planètes très chaudes, comme la Terre. Mais comme notre planète est 7 fois plus grande que Mars et 18 fois plus grande que Mercure, elle est encore relativement chaude. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a développé un système de rayonnement thermique unique en son genre. C'est ce rayonnement thermique qui continue de façonner le relief de la Terre. Ceci paraît d'autant plus évident lorsqu'on regarde la Terre depuis l'espace. La mer Rouge sépare la péninsule d'Arabie du continent africain. Une photo de son littoral, prise par satellite, montre à quel point les deux rives sont semblables. Supposons que l'on puisse déplacer la péninsule d'Arabie. On voit très bien que ces deux blocs de terre s'ajustent comme les pièces d'un puzzle. On pense que la mer Rouge doit son origine à l'effondrement d'un long fossé dû à des mouvements tectoniques. Du reste, on peut voir cette activité se poursuivre dans une région voisine. La République de Djibouti est à l'embouchure de la mer Rouge. Cette terre volcanique a été baptisée l'île du Diable à cause de sa géographie. Djibouti est construit sur de la lave.
Les températures diurnes atteignent 50 degrés et le relief est celui d'un désert. Mais plus au sud, on voit la façon dont l'océan remodèle la Terre. Le relief de Djibouti est caractérisé par ces étranges formations rocheuses. Ces stalagmites de calcaire, dont certains atteignent 60 mètres, s'appellent des travertins. De temps à autre, il en sort des jets de vapeur. Il fut un temps où toute cette région constituait le fond d'un lac très profond. Les éruptions d'eau chaude provenant du lit de ce lac ont créé des empilements de calcaire qui ont fini par former ces stalagmites que l'on voit aujourd'hui. Il y a certes des différences entre la mer et les lacs, mais les travertins sont exactement comme ces cheminées que nous avons découvertes au fond de l'océan. Voilà le fantastique univers montagneux du fond de la mer. Un univers que seules les simulations par ordinateur ou les étroits hublots des navires océanographiques permettent d'entrevoir. En poursuivant notre exploration au sud de Djibouti, nous arrivons à un vaste plateau de lave. Ici, le processus de clivage de la Terre se poursuit toujours. Le plateau de lave est souligné par une large vallée. Ces escarpements de failles, dont certains atteignent 100 mètres, sont disposés en gradins, ce qui dénote une formation due à des effondrements répétés. Au fond de la vallée, on voit une masse noire de lave qui provient d'une activité volcanique récente. Même ce grand front de rempart est issu d'activité volcanique et suit le même schéma que celui qu'on trouve au fond de la mer. Nous assistons ici au processus de clivage et de remodelage de la Terre. La vitesse à laquelle ce paysage est bouleversé a fait l'objet d'une étude menée par un groupe de chercheurs français. Pendant près de 10 ans, ils ont utilisé des appareils à laser capables de mesurer la distance entre deux points avec une précision stupéfiante.
Eh bien, leur étude a montré que la séparation de cette vallée progresse au rythme de 6 cm par an. Ils ont installé des sismomètres en différents points afin de recueillir des données sur les tremblements de terre. Il se produit chaque jour entre 20 et 30 séismes perceptibles, mais il se pourrait qu'il y ait jusqu'à 1 millier de secousses par jour. Autrement dit, les forces à l'œuvre sous cette vallée modèlent le relief en permanence. Phénomène plus spectaculaire, des fissures apparaissent de temps à autre dans la vallée. En 1978, des failles normales se sont ouvertes de chaque côté du plancher interne, de chaque côté du lac de lave, et ont coïncidé avec un séisme relativement important, magnitude 5.3, et avec des déplacements verticaux de l'ordre de 80 cm et une ouverture générale de toute la zone entre 1 et 2 mètres. Comme on peut le voir sur cette carte, Djibouti est assez familiarisé avec les tremblements de terre. Les épicentres des violents séismes précédents forment une ligne qui va du golfe d'Aden au lac Assai. On voit très nettement le processus. Le sol s'est effondré autour des centres d'activité sismique, donnant ainsi naissance à une vallée en gradin. Le lac Assai s'est formé tout au fond de la vallée, là où l'affaissement était le plus extrême. La surface de ces eaux se trouve à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer, l'eau provenant d'ailleurs de crevasses dans le sous-sol. Le clivage de la terre se poursuivant, ce lac finira par devenir une mer. Ici, la température atteint 60 degrés, ce qui signifie que l'eau s'évapore très vite, laissant derrière elle des nappes de sel. C'est là une autre manifestation de l'énorme chaleur recélée par la terre et du processus de refroidissement permanent. Comment cette déformation de la Terre se produit-elle? La masse d'un grand continent contient davantage de chaleur que la mer. Si l'on préfère, on peut imaginer cette masse comme une couverture. La chaleur s'accumule, puis est repoussée vers le haut, provoquant ainsi l'émergence d'un continent qui finit par se scinder. Très vite, l'eau pénètre pour créer un nouvel océan. À son tour, celui-ci favorise le refroidissement. Au fur et à mesure que ce processus se déroule, la forme de la Terre se modifie. C'est ainsi que les continents, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont tout à fait différents de ce qu'ils étaient jadis. Il y a 250 millions d'années, la Terre ne formait qu'un seul énorme continent, appelé Pangée. La masse de terre faisait office de couverture, empêchant la chaleur de la Terre de s'échapper. Avec le temps, l'énergie dégagée par cette chaleur a fini par diviser le continent, formant ainsi l'océan Atlantique et au-dessous des guirlandes de pics volcaniques évacuant la chaleur de la Terre. De la même façon, la surface de la Terre se modifie en permanence, même de nos jours. La grande faille qui traverse la majeure partie de l'Afrique orientale du nord au sud est l'endroit où la Terre se sépare exactement comme à l'époque de Pangée. Le Kilimandjaro est le plus haut sommet volcanique d'Afrique.
Au pied de cette montagne se trouve un véritable paradis pour la faune africaine. Or, même ici, on constate les énormes forces qui agissent dans le cœur de la Terre pour craqueler la planète. Toute la région est parsemée de pics volcaniques. La Grande Faille est large de plus de 10 km et s'étend sur 6000 km du nord au sud. Là encore, les escarpements de failles en gradins montrent très bien avec quelle fréquence la Terre s'est effondrée ici. D'une hauteur de 100 à 200 mètres, ces falaises forment une immense vallée. C'est en grande partie l'énorme quantité de chaleur accumulée sous ce continent qui est à l'origine de cet extraordinaire paysage. De l'Éthiopie au Kenya, une chaîne de lacs a été produite par ce phénomène géographique. Parmi eux, le lac Natron, en Tanzanie, présente une coloration tout à fait insolite. La roche de cette région est riche en soude. Celle-ci est dissoute par les eaux souterraines qui, chauffées par le magma, remontent à la surface. La forte teneur en soude détruit tout, à l'exception de micro-organismes rouges. À la surface, l'eau réagit sous le soleil d'Afrique et les dépôts cristallins donnent naissance à ces formes. Le continent africain est en train de se scinder, lentement il est vrai, quelques 5 mm par an peut-être, mais davantage de lacs finiront par se former et davantage d'eau de mer s'y déversera. La face de ce continent va changer et dans 50 millions d'années, la carte du globe comportera la mer d'Afrique. Voilà donc la véritable nature de notre Terre. Une planète chaude dont le relief est soumis à des transformations, où des océans se créent et qui dégagent de la chaleur. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années, et depuis lors, elle a subi bien des mutations. Pourtant, le processus fondamental est celui du refroidissement, un processus qui se poursuit encore aujourd'hui et qui en fait une planète où la vie est possible.
Dans la grande faille d'Afrique, les villageois tirent parti de la chaleur de la terre. La vapeur est refroidie et condensée pour donner de l'eau potable. Pendant la saison sèche, cette eau distillée est vitale. Hélas, ici l'eau est rare, mais les populations trouvent dans la terre tout ce dont elles ont besoin. Tout au long de son histoire, la Terre a été source de vie. Pendant ces 4,5 milliards d'années, la Terre a évolué, dégageant une énorme chaleur, se remodelant et se transformant sans cesse. Une planète miracle.